Jean-Cri commençait à être de plus en plus avec nous. Il est rentré dans le groupe et il a soulevé des lièvres. Et du coup, son arrivée a été le catalyseur sur le fait de se dire que ça marchait pas ce groupe. Donc il y en a deux qui sont partis et puis on est restés tous les deux avec Rico. Et puis bientôt on a été rejoints par Michael. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP et bienvenue dans ce décor formidable de Sony Music. Nous sommes à Paris, nous avons rendez-vous avec un groupe mythique, près de 40 ans de musique tous les deux. Ils sont là, ils nous attendent, ils s'appellent JP et JC, Carré VIP avec les Innocents. Bonjour les Innocents, merci beaucoup. Bonjour. Alors on est chez vous, on est à Sony, ici. Comment ça va? Ça va bien, on n'est pas complètement chez nous, hein, faut pas exagérer non plus. Quand je dis chez vous, professionnellement, je me doute bien que vous n'habitez pas là. C'est fermé, la nuit par exemple, on n'a pas la clé. Hein. C'est vrai? Ils vous donnent pas la clé? Non. J'aurais qu'on parle des dates qui arrivent. Alors, le 30 janvier au Bikini, à côté de Toulouse, à Ramonville. Le 6 février à Saint-Rémy-de-Provence. Là, je parle que des dates où il fait chaud, hein, que des dates du Sud. Oui. Mais il y en a plein d'autres qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Internet. Comment ça se passe pour vous le début de cette tournée, pour l'instant? Moi, j'ai envie de dire très bien. On a un joli... Enfin, je trouve qu'à chaque fois qu'on repart en tournée, on a toujours un joli répertoire et avec des morceaux en plus. Et en fait, tout notre les premières dates, en fait, toute notre occupation et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme anciens morceaux, comme nouveaux morceaux, etc. Donc là, je pense qu'on commence à être un peu serein là-dessus. On sait à peu près ce qu'on joue, avec des morceaux jokers qu'on interchange suivant les dates, suivant les publics, suivant notre humeur. Ok. Ah, ça peut changer d'une date à une autre. Oui, ça arrive. Pas un grand changement. J'y paye pour le changement. Moi, je suis pas tellement pour le changement. Ok. Je parle pas de politique, hein, là, mais... Oui, bien sûr. Non, le truc, c'est que Jean-Cri fréquente très peu les concerts des autres. Et moi, je suis un dingue de concerts. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est parmi les choses sur lesquelles on est très différents et très complémentaires, il y a le fait qu'à chaque fois, moi, j'ai des arguments qui ne lui parlent pas du tout. Et je lui dis, oui, mais attends, là, on a joué à 30 km il y a 3 mois, donc on ne peut pas jouer la même setlist. Parce qu'il y a des gens qui vont venir voir les deux dates et qui vont se souvenir qu'on a joué ça dans le même ordre et tout. Donc voilà. Et lui, il dit, lui, pour lui, ça semble aberrant. De toute façon, s'il a vu un artiste une fois, il ne le reverra pas avant 14 ans, je pense. Hein. Donc il y a peu de chances qu'il y soit 3 mois après. Donc bon, après voilà, c'est ça, on a des réflexes un peu débiles, mais du coup c'est pas mal aussi, ça nous met un peu de gaieté, de risque, de tout ça. Puis on a des super, vraiment, on a pris des musiciens pour cette tournée après avoir. Vous êtes tourné. Combien sur scène là du coup? On est 5. Ok. Et donc on est avec des gars qui ont une super énergie, qui sont très doués, donc c'est aussi assez amusant de monter des morceaux avec eux parce que ils amènent leur truc, quoi. Des gars qui n'étaient pas dans le groupe avant, hein. On est bien d'accord que c'est des gars que... C'est des musiciens, voilà, extra et extraordinaires, voilà, comme la chanson, bravo. Et non, c'est bien parce que je trouve qu'on avait fait le tour, enfin, du duo. On est resté quand même plus de 2 ans à jouer en duo et je trouve que ça nous a appris beaucoup de choses et on avait un petit peu peur en changeant de formule, en voulant prendre des musiciens, de perdre un petit peu cette connivence, ce côté un peu Pipo et Mario qui avait, enfin on n'est pas toujours drôle, mais il y a aussi quelque chose d'assez, un truc un peu comique entre nous deux, quand on était en duo en tout cas. Mais finalement, je crois qu'on l'a intégré et même en étant encadré des autres musiciens, on retrouve aussi un petit peu de cette ambiance-là. Ok. Et comment on fait? Parce qu'il y a un truc qui est assez particulier dans vos concerts, c'est qu'il y a vraiment tous les âges. Ça va vraiment des enfants jusqu'à ceux qui sont là depuis vos débuts. Comment on fait pour, en un concert, répondre à tout le monde en même temps? Je crois qu'on fait ce qu'on sait faire. Notre ADN, c'est de jouer assez naturellement. Ok. Je crois qu'on a réussi à préserver, peut-être parce qu'on s'est arrêté 15 ans, mais que ce soit Jean-Cri ou moi, une sorte d'appétit qui s'est pas vraiment démenti sur le fait de jouer de la musique, de prendre du plaisir, de pas trop caler les choses. On n'a jamais été même quand on avait du succès, on n'arrivait pas à faire le spectacle un peu machine comme ça, un peu tout bien propre, avec les éclairages qui bougent. Donc on a toujours eu un peu ce côté bordélique et du coup on se laisse beaucoup de liberté quand même d'un soir à l'autre. Les intros sont pas les mêmes, les fins sont pas forcément les mêmes. Il y a des passages où où il y a des digressions. Enfin voilà, on donne de la liberté aussi aux musiciens. Donc là déjà je pense que aussi pour eux c'est agréable de rentrer parce que c'est vrai qu'ils sont un peu au service. C'est comme si on était un chanteur à nous deux et puis que ce soit l'orchestre.
Mais en même temps, je crois que très vite, ils se sentent comme faisant partie d'un groupe, en tout cas au moment où on joue. Okay. Ils ont droit à la parole, quoi. Ils ont droit à la parole musicalement. Et ils savent qu'il y a des surprises, qu'il y a des loopings, il y a des acrobaties un peu rigolotes. Donc, je crois que ce qui nous maintient, nous, c'est le bonheur justement de pouvoir un petit peu... Alors, c'est pas de la musique expérimentale, c'est quand même des chansons pop. Hein. Mais je crois que du coup, les gens sont sensibles à ça parce qu'effectivement, ceux qui viennent, parce qu'il y a des gens qui ont aimé Jody à la radio, par exemple. Ah, donc, vous la faites encore, Jody ? Ouais, donc il y a 32 ans. Ouais. C'est sûr qu'on restitue pas ni l'autre Finistère, ni Color ne sonne comme sur les disques. Parce que la production a changé et tout ça. Et quand finalement, on joue tous ces morceaux avec exactement les mêmes ingrédients, c'est-à-dire... des guitares, une basse, une batterie. Hein, donc voilà, je crois que c'est juste, on est sur l'os des choses. Les gens retrouvent une mélodie, un texte. Donc c'est facile pour eux de se laisser un peu embarquer, d'avoir envie de chanter, voilà. Et puis après, je le dis, les musiciens sont très bons, donc il y a une énergie qui est super aussi. Au-delà de tout ça, pour ceux qui auraient raté la dernière année de promo que vous avez fait autour de cet album, que vous allez aussi jouer sur scène, 6,5. On va se répéter un petit peu, mais pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi 6,5 déjà ? C'est le nombre exact, scientifique et chimique c'est le nombre d'albums des Innocents. Voilà, tout simplement parce qu'on avait fait 6, ça serait les 6, 33 tours ou CD. 6 albums officiels. Mais il y avait un demi qui était un petit album de Noël qu'on avait fait à l'occasion du lancement d'un... Ah, c'est les 30 ans cette année. Ah oui, parce que c'était juste après le premier album. Voilà, c'était un extrait du premier album qui s'appelait Saint-Sylvestre. Et autour de ça, on s'est dit, bah tiens, on n'a qu'à faire un petit cadeau de Noël et pour nous et pour les gens. C'est-à-dire refaire comme un petit peu ce qu'on avait entendu quand on était gamin, ces petits albums de Noël qui sortaient d'artistes. Voilà, n'étant pas très fort en marketing, je pense qu'on s'est arrangé pour le sortir début d'année, je crois, après les fêtes. Dommage, j'aurais pu faire effectivement. On peut dire ça, voilà, au moins on a le doute. Et il n'y a aucune référence au film de Fellini, visuellement, je pense que quand on prépare une pochette, c'est vrai qu'on regarde tout, on regarde le sens et ce que ça donne dans le cadre. Et c'est vrai que c'est joli, je pense qu'il n'y a rien de fellinien, mais c'est assez joli de voir, c'est une association d'idées peut-être. C'est vrai que Jean-Cry voulait l'appeler 6 et puis... Voilà, je trouvais que c'était un peu chiche. Donc le demi fait un peu tout. Et puis ce qui est super, c'est qu'on a le t-shirt maintenant, parce qu'en tournée, maintenant, on vend des t-shirts. Hein, on est très, très bon aussi en prêt-à-porter. Et donc on a le t-shirt avec le grand numéro 6,5 derrière, qui n'existe pas en foot non plus. Donc c'est juste histoire de se faire remarquer. Et on peut en parler, là tu as commencé à nous décrire un petit peu la pochette. Tu peux nous la décrire, vous pouvez nous la décrire un petit peu, pourquoi ces choix ? Pourquoi cette flèche ? Pourquoi ces choix ? Je pense que d'abord, ces choix, ils viennent comme tout ce qui se passe après l'enregistrement. Ça vient quand même des morceaux qu'on a enregistrés. On en avait 10, qu'on a trouvé un petit peu plus ensoleillés que les précédents qu'on avait mis sur Mandarine. Et je pense aussi en réaction un petit peu à nos photos de presse et à la pochette de Mandarine, qui était assez sombre, assez jolie, mais bon, c'était un peu c'était un peu pesant comme ça. Je pense que là, on avait envie de couleurs. On savait pas encore vraiment ce qu'on voulait, hein, à vrai dire. Quand on a rencontré après, on a fait une très bonne rencontre qui était du photographe et du concepteur de cette pochette, qui est Yann Oran. Et voilà, je crois qu'on s'est laissé bercer par ce côté fleuri. Il y a quelque chose de féminin aussi qu'on avait envie d'avoir. Voilà, après l'arc et les flèches. Ça rappelle les chansons aussi. Ça rappelle en fait, c'était la session du tournage du clip. Donc on avait les accessoires étaient là. Donc comme on est des grands enfants, si on voit des accessoires, on les prend. Et puis après, peut-être entre les roses, l'arc et les flèches, il y a un petit truc un peu de cupidonisme. Et dans la façon de l'écrire, cet album, finalement, parce que vous l'avez dit, il y a eu 15 ans de séparation, entre guillemets, enfin en tout cas vous aviez chacun vos carrières respectives. Quand vous êtes revenu avec Mandarine, du coup, vous l'avez écrit dans un état d'esprit de grand retour après 15 ans. Est-ce que ça change par rapport à celui-là qui est venu finalement très vite après ? Ouais, parce que oui, c'est assez différent. Mandarine, il y avait tout à réinventer. Enfin, il y avait renoué le fil déjà, ce qu'on avait commencé à faire sur scène avant de sortir le disque. Mais après, il y avait quand même de se dire, comment on revient quand on s'est arrêté 15 ans, que les gens nous ont oubliés, qu'on a pris 15 ans dans la vue, nous aussi, enfin on n'est plus les mêmes. Donc je pense qu'on s'est posé plus de questions, on a été d'une sorte d'exigence un peu maladive vraiment de tout contrôler, on marchait sur des œufs, il y avait une petite pression quand même. Là il y en a moins.
Là, c'est Jean-Cri qui a initié le mouvement parce que, en fait, en rentrant de tournée, je crois que ça nous a donné vachement d'énergie, cette tournée, de se rendre compte que les gens revenaient pas tellement pour nos gueules, mais pour des chansons, que ça nous a vraiment permis parce que pendant 15 ans, moi je faisais ma carrière solo, Jean-Cri faisait de la prod, tout ça, on croisait régulièrement des gens quand même qui disaient ah les Inos quand même, et telle chanson, mais on se rendait pas vraiment compte. C'est vraiment en faisant 180 dates que tout à coup on se prend comme un boomerang tous les soirs, qu'il y a 4-5 chansons qui on va dire qui ont un effet, qui ont encore beaucoup d'effets, elles ont vécu leur... Donc on est rentré gorgé de joie et d'énergie, et Jean-Cri a eu peut-être raison de dire voilà, on va le... Ouais. Oui, et puis aussi sur Mandarine, effectivement on avait la pression d'un retour, mais aussi je pense qu'on avait tous les deux été chercher des styles différents des Innocents, et il fallait, en fait, pour le préparer, qu'on soit de nouveau un peu comme des Siamois, en train de tout valider l'un de l'autre, parce que il fallait pas que ça fasse trop JP Nataf ou Jean-Christophe Urbain. Il fallait qu'on retrouve quand même quelque chose, l'intérêt d'être à deux. Et on l'a très vite retrouvé. Mais sur celui-ci, je pense que du coup, on avait fait une très longue tournée derrière cet album, et on avait finalement la musique qu'on a le plus écoutée entre ces deux albums, c'est celle des Innocents, puisqu'on l'a jouée et on l'écoutait tout le temps. Forcément. Donc il y avait quelque chose la mécanique était plus facile, était en marche, on va dire. Du coup, voilà. Vous vous êtes plus permis le fait d'être moins ensemble pour la préparation? Oui, c'est ça. Je pense que du coup, on avait confiance dans le côté entreprise, c'est-à-dire si JP ou si moi j'amène une chanson qui est beaucoup plus personnelle, je sais qu'elle va passer quand même dans la moulinette de notre duo, et donc on changera des accords si jamais ils sont trop ceci ou trop cela, ou si les mots ne plaisent pas. Donc c'était plus facile, je pense, de faire un album comme ça là que si on avait voulu faire Mandarine de cette manière. Je pense qu'on y sera encore. Oui, forcément. Temps de retrouver la mécanique. Voilà. Ouais, puis de toute façon, et puis c'est la mécanique naturelle. Mécanique naturelle, c'est quand même que l'un l'autre, on essaye de se séduire avec des chansons qu'on amène. Elles peuvent être à 20, à 40, à 92% de leur forme définitive, mais c'est quand même le but. Le but, c'est d'aller voir le pote et de lui jouer un truc en étant... Et ça arrive que la réaction, ça soit « Ah non, pas du tout ». Ah bah on fout plein de trucs à la poubelle. On se dit non beaucoup plus souvent qu'on se dit oui. Ok. Mais c'est le sel des Inos. Bien sûr. C'est qu'en fait, on est les directeurs artistiques des deux artistes qu'on est séparément, et puis des deux qu'on est ensemble. Donc c'est un moment, l'autre il arrive, il faut qu'il amène un truc. Mais le coup de foudre originel, il est venu comme ça aussi. C'est que je crois que la première fois que Jean-Cri m'a fait écouter des démos qu'il avait bricolées dans sa chambre, tout de suite je me suis dit s'il y avait cet artiste-là, moi j'adorerais l'écouter, j'écouterais ses disques. Là, quand il a amené Quand la nuit tombe, le premier titre de l'album, qu'on avait vaguement essayé de bidouiller à deux, puis après on l'avait abandonné, puis il est revenu avec cette version, et moi j'ai fait waouh, si j'entends ça à la radio, je vais acheter le disque. Et je crois que l'idée c'est ça, quoi, c'est comme ça qu'il marche, ce groupe. Mais en fait, c'est pas le nom qui fait peur, c'est pas le nom de l'autre, c'est le bof. Ah ouais. Oui, parce que nous, au moins, c'est pareil, c'est exactement comme le public. Quand le public dit je hais cette chanson, au moins il y a une réaction. Quand c'est beau, oui, je sais pas, j'ai cru l'entendre, mais voilà, c'est ça qui fait peur, je pense. Je rappelle les dates, en tout cas, le 30 janvier au Bikini, Ramonville à côté de Toulouse, le 6 février à Saint-Rémy-de-Provence. Toutes les autres dates à retrouver sur Internet, sur vos sites, sur les plateformes de téléchargement et d'achat de billets, bien évidemment. Je voudrais qu'on remonte un peu le temps maintenant et qu'on reparle de votre histoire. Dans cette deuxième partie d'interview, l'histoire, elle a commencé il y a 38 ans, en 82. Au début, c'est toi qui fondes Les Innocents. Ça s'appelle d'ailleurs pas Les Innocents, ça s'appelle Les Privés. Vous êtes 4. Alors on est 4, on fait notre premier concert 15 jours avant le bac. Ok, avant ton bac. Ouais. Ok. Voilà. Comment il se passe ce concert, il est où? C'est génial, il est au foyer de mon lycée. Ok. Sous le nom Les Innocents? Non, là ça s'appelait Les Privés. Sous le nom Les Privés. Et puis on fait un concert, et moi à l'époque j'ai fait un tout petit peu, j'ai fait 2 ans de piano, j'écoute énormément de musique, mais par contre je n'ai pas de pratique. Et puis le punk est arrivé, je me suis dit ça me décomplexe et tout. Je me voyais pas du tout jouer du piano sur scène. Je trouvais que les mecs qui jouaient du piano sur scène c'était Elton John ou Billy Joel, des gens, ça me parlait pas du tout. Ou Michel Berger, voilà. Ouais. Donc je crois que j'avais envie d'être debout avec une guitare et tout. J'ai essayé la basse, j'avais trop petites mains. Donc je crois que je suis monté sur scène, je devais savoir jouer 5 accords de guitare, vraiment. Okay. Mais je me suis tout de suite dit
Voilà, c'est ça, c'est un endroit où je me sens, je sais pas comment dire, en même temps en danger et à l'abri de tout. J'ai tout de suite, voilà, ça a été une révélation. Je me suis dit, il faut, voilà. Donc après, c'est une obsession. Après, je crois que j'ai travaillé pour mériter ma place sur scène. Voilà, il y a des soirs où je me dis encore, c'est pas tout à fait ça. Ouais, il y a des soirs où, bah oui, on se dit, mais en tout cas, voilà, je sais que c'était une obsession absolument de vouloir avoir le droit de monter sur ces planches et d'être dans cet endroit où on se prend la lumière en pleine poire, on voit pas forcément exactement les gens, on est au-delà de sa timidité, c'est une peur, mais c'est plus la timidité du rapport humain avec quelqu'un, quoi. Et donc voilà. Et après c'est ce groupe-là qui s'est métamorphosé au fur et à mesure des années. Donc on s'est appelé Les Innocents, je crois début 81, et puis notre premier concert c'est effectivement en mars 82. Tu nous rappelles pourquoi Les Innocents déjà à l'origine ? Moi j'étais très 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 féru de polar américain des années 40-50. Donc c'était que ce soit en bouquin ou au cinéma. J'étais aux Beaux-Arts et donc à côté il y avait tous les cinémas du quartier latin, donc je pouvais me revoir tous les Robert Aldrich, les John Huston, tout ça. Donc je baignais un peu là-dedans. Donc j'aimais bien j'avais proposé ça parmi plein d'autres. Je suis le roi des listes, moi. Ah, il y avait beaucoup de propositions ? Oui, il y avait beaucoup de propositions. Les autres avaient plutôt penché pour ça. Et puis en fait, quasiment au même moment, les Clash, qui était un de nos groupes préférents, a fait un concert à Londres sous ce nom-là pour éviter une émeute. Donc on y a vu un signe, on a dit allez. Ok. Allez. On est passé à côté de quoi ? Tu te rappelles ? Non, je sais plus. T'as plus de souvenir des autres ? S'il y avait les Cœurs braqués. Qui était une sorte de version littéraire de Heartbreakers. Ok. Mais voilà, c'était un peu trop pastiche. Et vous vous rappelez de votre première rencontre à tous les deux ? Ouais. Oui, c'est votre chez Becher. Enfin, après ça, c'était juste une rencontre. Voilà, on s'est vu. Bonjour, ça va ? Oui. Ah. Bref. Après, voilà, notre première vraie rencontre, je pense que c'était un petit peu accidentel. C'était au moment où vous alliez sortir de Jeudi, je crois. Vous étiez voilà, et vous faisiez une prestation. C'était où ? Au Palace. Et comme le batteur Pierre Morin, qui était le batteur des Innocents officiel à cette époque-là, et je l'avais rencontré chez Becher, donc voilà, je suis allé les rejoindre juste pour faire du clavier. Ok. Debout, du piano debout. En fait, c'était la partie de piano que je jouais moi sur Jody, mais comme je jouais de la guitare entre-temps, j'avais fini par savoir jouer quelques accords de plus. Je jouais de la guitare, donc voilà, on s'est dit il faut quelqu'un pour jouer ce riff de piano, il est quand même assez important. Et ça a été l'occasion. Et c'est un concert, un concert au Palace où on jouait d'ailleurs en double affiche avec un groupe qui s'appelait Eleonora et dont le chanteur était Frédéric Lowe. Et Jody, c'est marrant que tu parles de cette chanson. Bah alors déjà, on embrasse toutes les femmes de 30-35 ans qui s'appellent Jody aujourd'hui grâce à cette chanson. Et cette chanson, finalement, elle est sur aucun album. Non. Alors que c'est un énorme succès. Elle est sur la compile. Sur la compile, oui, mais sur aucun album. Non, parce qu'après, justement, Jean-Cry est rentré tellement dans le groupe. Après, on a fait un deuxième 45 tours où il n'était pas encore là, qui s'appelait Le Temps n'attend pas, qui a été autant un flop que Jody avait été un tube. Ok. Et après, on a essayé de faire l'album dans la foulée. Et puis Jean-Cry commençait à être de plus en plus avec nous, donc on lui a proposé de rejoindre le groupe. Ok. Et puis en fait, il est rentré dans le groupe et il a soulevé des lièvres. Il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment résolues, comme dans pas mal de groupes, de jeunes groupes. Peut-être que le succès aussi avait un peu gommé certains problèmes de fond, on va dire. Et du coup, son arrivée a été le catalyseur sur le fait de se dire que ça marchait pas ce groupe. Donc il y en a deux qui sont partis, et puis on est restés tous les deux avec Rico, et puis bientôt on a été rejoints par Michael. Mais voilà, son entrée dans le groupe a été l'occasion d'une restructuration. Et le premier album, c'est 100 mètres au paradis. Ça, c'est le tout premier. D'ailleurs, un album que vous avez enregistré à Bruxelles. Oui, c'est ça. C'est un au même endroit que celui-là. Bien sûr. Avec une pochette bleue, pareil. Il y a des petites choses qui lient l'histoire. C'est parce qu'on avait enregistré notre premier album là-bas qu'on cette fois-ci on que vous avez dit que vous vouliez retourner. C'était pas pour boucler la boucle, mais c'était un très bon souvenir. Le deuxième album, Fou Allié, il est considéré par le magazine Rolling Stones comme l'un des meilleurs albums de rock français de tous les temps. Il a été officiellement classé. Comment vous l'expliquez ça ? Pourquoi cet album-là ? Je crois pas qu'il faut que... Enfin, d'abord, je pense pas que ça soit à nous de l'expliquer parce que les peu de fois où on essaye de reproduire quelque chose en se disant tiens, je vais faire une chanson à la ceci ou à la cela, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, je pense que c'est le succès, c'est le côté inexplicable du succès qu'on cherche tous les artistes, tous les musiciens. Enfin, tout le monde cherche le succès, mais
quand il tombe dessus, c'est un petit peu mal entendu. On ne sait pas quoi en faire. On s'en rend pas. D'ailleurs, sur cet album, sur Foilier, on ne s'est pas tout de suite rendu compte de son succès. Parce qu'il est venu très tard. Il est venu au bout de 10 mois ou 9 mois. Et donc, c'est arrivé, on était déjà on était en train de faire des concerts dans des petites salles. Et petit à petit, on a vu les gens un petit peu... des gens... arrivé qu'on connaissait pas quoi finalement, un public nouveau qui vient parce qu'il a entendu une chanson à la radio et qui lui plaît, donc voilà, c'est ça le succès. Puis après l'album je pense que peut-être qu'il y avait quelque chose qui répondait à une certaine demande. C'était quand même une époque où les radios jouaient beaucoup la chanson, la pop, etc. Peut-être que ça, il y avait un son peut-être un peu américain ou je sais pas quoi, ou anglais qui correspondait. Peut-être que nos chansons étaient juste ce que certaines personnes voulaient entendre, mais voilà, je pense que c'est un virage très très important. Je pense que c'est de cet album que... Enfin, il y a eu Jody, et puis cet album a réussi à effacer Jody. Je sais que longtemps, quand on devait jouer Jody, c'était pas facile. En plus, moi, j'étais pas tellement dans l'histoire. Impliqué dans l'histoire, ouais. Et on cherchait tout le temps désespérément la chanson qui allait battre Jody. Ben voilà, avec cet album, c'est arrivé. Il y en a une, deux, etc. C'est ça. Après, ce qui était quand même... ce dont on a, je pense, mesuré l'impact quand on s'est reformé, c'est que ce qui est drôle, c'est que ce soit Jody, puis Un autre Finistère, Un homme extraordinaire, puis Color, puis Un monde parfait, c'est des chansons que des gens peuvent facilement prendre pour venant de groupes différents. La prod n'est jamais la même, c'est pas le même qui chante, quelquefois on chante à deux, quelquefois... Et ça, c'est assez incroyable. Donc je pense qu'effectivement, c'est dans la proposition. Moi, je crois qu'à l'époque, on était un peu pas très nombreux à faire ça, quoi. Il y avait, quand le premier album est sorti, c'était le retour vraiment du rock alternatif. Il y avait La Mano Negra, Les Négresses Vertes, tout ça. Après, il y a eu plus Noirdez, NTM qui arrivait, le rap français. Après, les gens nous ont souvent rapproché de l'affaire Louis Trio, mais je trouve à part le fait qu'il y avait une esthétique un peu pop, je trouve qu'on a eu surtout la chance, moi, d'être un peu les seuls dans notre catégorie, à vouloir tirer ce fil. Alors, il y a un truc Beatles, bien sûr, mais qui était plus, à la limite, utilisé dans la variété par Woolsey et Souchon, et Scheller, ou Chamfort, que par des groupes avec des guitares qui sont debout et tout ça. Donc je crois que, je sais pas, on a dû juste symboliser à un moment quelque chose qui venait de l'énergie du rock, parce qu'effectivement, moi je venais beaucoup plus de ça, Jean-Pierre moi. Ouais, voilà, et puis l'envie de songwriting d'une certaine variété, parce qu'on écoute aussi des tas de choses, de la musique brésilienne, lui il adore Burt Bacharach, voilà, moi j'adore Broadway, voilà. Et tu disais un truc intéressant, je prends par exemple Finistère et Color, l'autre Finistère et Color. Si on prend ces deux chansons, finalement, il y a chacun la vôtre. Enfin, vous la chantez, tout ça. Aujourd'hui, quand vous les faites sur scène, vous les réinterprétez un petit peu. J'ai vu que vos voix se mélangeaient, on en parlait tout à l'heure de la réinterprétation, mais vos voix se mélangent plus facilement. Les gens attendent forcément les tubes. Quand ils les entendent, ça les touche. Est-ce que vous prenez toujours le même plaisir à les chanter? Ah oui. On n'en prend toujours aucun. Ah oui, ou alors ça peut être ça aussi. Ouais. Là, on en prend même plus. C'est vrai ? Ouais, plus parce qu'en fait, on est assez confiant sur le fait que moi j'ai arrêté de me poser des questions sur parce que souvent quand même quand on sort un disque, on va le jouer sur scène, c'est la nouveauté, ça fait partie du jeu de jouer ces nouvelles chansons, à part les Stones qui en jouent une dans le spectacle, mais quelquefois après il y en a une où on se rend compte au bout de 100 concerts que bon, d'accord, elle n'est pas essentielle, quoi. Voilà, on a déjà fait mieux et tout. Là, il y a un truc quand même qui est rassurant, c'est qu'elles ont été adoubées par les gens, mais nous, en rechaussant nos bottes de 7 lieues il y a 4 ans maintenant, on joue celle-là. Il y en a qu'on joue pas. Hein. Il y a des chansons d'albums sur Fouali. C'est sûr, si vous les faites toutes. Non, mais il y en a qui ont plus vieilli, on va dire. Mais celle-là, je crois que quand on les joue, on se rend compte qu'on a bien bossé, quoi, à l'époque. Il y a un truc quand même, moi. Voilà, ça se déroule, quoi. Moi, quand je chante l'autre Finistère, je me dis pas, il y a le passage que j'aime pas, ou ça, j'aurais pu. Bien sûr, on aurait pu mieux faire. Mais souvent, on aurait pu mieux faire, en plus, enfin, nous connaissant, c'était plus dans la prod. Voilà, il y a des choses qu'on n'aurait pas refait pareil après. Mais là, comme on les joue avec des guitares, enfin, on joue tous les morceaux très simplement. Donc, en les jouant simplement, on se rend compte de la force qu'ils ont, bêtement, en tant que chanson de plage, qu'on pourrait jouer au coin d'un feu avec 2 copains. Petite question, il me reste quelques questions avant de finir cette interview, pas beaucoup, et il y en a une que j'aime bien poser à tout le monde, notamment quand je reçois comme ça un duo. C'est un petit peu compliqué. Et comment vous
je vais pas vous demander de vous décrire vous tout seul, ça c'est ce que je fais quand je reçois les gens tout seul. Mais là, vu que vous êtes deux, est-ce que vous pourriez mutuellement décrire artistiquement et humainement l'autre? Oui. Non, compliqué. c'est difficile. Enfin, c'est dur. Parce qu'il y a ce qu'est l'autre et puis il y a nous, ce qu'on veut de l'autre. Et je crois que quand on est un duo, on veut des choses de l'autre. On veut qu'il soit bon, on veut qu'il amène la force, on veut qu'il amène un beau texte, on veut qu'il soit d'accord avec nous. Et c'est ça qu'on demande. Et je pense que voilà, donc je vais pas dire ah ben non, JP il est pas brillant du tout. J'ai pas dit de te tiquer. Voilà, tu vois. Non mais évidemment, il y a beaucoup de qualités qu'on peut attribuer à JP. Je certainement qu'il y en a plein et je suis trop pudique pour le dire et je ne le dirai pas, mais je sais qu'il y en a. Et mais encore une fois, je pense qu'il y a vraiment. Je crois que je suis pas pareil quand je suis avec lui que quand je suis avec quelqu'un d'autre. Ok. Je parle pas dans mes discussions parce que sinon je serais quand même. Il faudrait que je consulte, mais je suis pas pareil. Le jeu n'est pas le même. Il y a quelque chose comme. Je pense qu'on a quand même en commun cette petite panoplie innocente qu'on revêt quand on veut faire un album, quand on est en tournée. Je pense qu'on a un regard qui est pas tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Et je sais pas. On va voir si JP partage la même chose. Ça se trouve pas du tout. C'est ça. Moi, je trouve qu'on avance au même pas. Ok. Voilà. Je trouve que c'est tout part de là. On a la même horloge. Je pense on serait deux bergers. On aimerait faire des randonnées ensemble avec nos deux troupeaux. On serait deux pêcheurs. On aimerait partir jeter nos filets ensemble. Je crois que voilà, il y a un truc entre nous. On s'engueulerait tout le temps. Oui. On serait toujours sur le même truc de pêche. Mais non, c'est moi qui pêche. C'est ça. Non, mais c'est ça. Il y a forcément une lutte d'ego parce que je pense qu'on a tous les deux un peu d'admiration l'un pour l'autre. Mais surtout, on s'est rendu compte que dans ce truc d'ego, d'ambition et d'ambition, peut-être qu'on est aussi un peu des losers pareil, un peu des timides pareil. C'est-à-dire qu'aucun de nous deux n'est très conquérant. Et à deux, je sais pas, à deux, on a fini par faire un bonhomme complet qui marcherait comme ce qu'on veut être séparément. Et séparément, c'est vrai qu'on peut être des choses très riches. Hein. Moi, je suis ravi de la carrière solo que j'ai fait. J'ai fait des voyages incroyables. Jean-Cri peut être un super producteur en studio. Il a un talent de dingue pour driver des gens et les amener et tout. Mais quand on est ensemble, c'est vrai qu'on est différents. On est un autre bonhomme qui arrive à fabriquer toutes ces chansons-là. Alors comme on est deux, c'est plus facile. Peut-être que si on devait en faire 10 chacun... je trouve qu'on a... Et puis on a une exigence, voilà, comme il disait, on attend énormément de l'autre. Parce qu'il est celui qui va nous permettre d'accéder à nos rêves. Enfin, nos rêves, c'est une chanson qui est encore en kit. Et tout à coup, je sais pas, on est l'élu l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, si Jean-Cri me dit cette chanson, elle est pas bien, je le crois. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il y a des tonnes de gens qui pourraient me dire ça, pour qui j'ai du respect, je dirais quel con, je l'emmerde et je vais aller la finir dans mon coin. Mais nous, voilà, quand il me fait justement le fameux bof de tout à l'heure, ouais, j'insiste. Enfin, je me pose même pas la question. Je me dis pas. Voilà. En fait, je pense qu'on sait aussi que dans ce à quoi on va dire oui et la balade qu'on est d'accord pour faire de concert, elle vaut le coup. Voilà. On sait qu'à nous deux, on va arriver à un truc et qu'on sera plutôt fiers. Et pour vous, en tout cas, ça vaut le coup d'y aller. Ça va se passer sur scène. Les dates, vous les avez ici. Toujours disponible également le 6e album et demi. Il me reste 2 questions pour finir cette interview. Il y en a une, ça va être un peu le hasard. La question n'a peut-être absolument rien à voir avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Je vais vous demander de tirer une petite carte. On passe sur la chronique tarot. Alors la carte, c'est l'ermite. La question qui correspond, c'est quelle est aujourd'hui une règle de vie que tu t'efforces à suivre principalement ? Je pense qu'aujourd'hui, j'essaie justement de trouver tout ça. J'essaie d'être mieux. J'espère que je me... j'espère que je me prends pas trop au sérieux en faisant ça, mais j'ai conscience que déjà dans nos rapports et dans les rapports avec les gens d'une manière générale, voilà, j'ai besoin un peu de me surprendre. Donc quelque chose là-dedans, une surprise qui serait une sorte d'hygiène. Oui. Pas rester dans la routine, quoi. Oui. Ok. Le monde, c'est une carte qui correspond principalement au voyage. Aujourd'hui, c'est quoi le voyage que tu rêverais de faire ?
Moi j'ai longtemps compté sur la musique pour voyager. Donc j'ai une petite frustration d'avoir été finalement efficient de ce côté-là, on va dire entre le territoire de France, la Belgique, la Suisse, un tout petit peu le Québec. Je crois que vraiment, voilà, j'ai un vrai regret qu'on n'ait pas pu avoir, je sais pas, aller tourner, faire une date en Hongrie, une au Portugal, enfin voilà, qu'il n'y ait pas d'Europe de la musique par exemple. Mais de la même façon qu'on n'écoute pas les groupes autrichiens, nous, ni polonais. Hein. Mais voilà, ça c'est un truc, j'espérais en commençant avec cette espèce de volapük d'écrire en français, parce que c'est la langue de nos sentiments, mais en faisant une musique qui était quand même d'inspiration un peu anglo-saxonne, enfin en tout cas plus large que la chanson française. Du coup, j'ai pas vraiment nourri de désir, de fantasme de voyage en tant que touriste. Ça m'excite pas du tout de choisir un endroit sur la carte et de me dire je vais y aller, et de prévoir surtout les 10 jours, 3 semaines pour y aller. En général, je pars en vacances quand vraiment on est au bout du rouleau et que tout à coup on a 10 jours devant nous et que tout le monde autour de vous dit quand est-ce qu'on part en vacances, où est-ce qu'on va et tout. Donc c'est pas un plaisir pour moi de penser à ça, quoi. Et je suis encore, je crois que je me suis pas sorti de ça, parce qu'en fait les voyages qui me font vraiment rêver, ce serait de partir un mois dans une maison avec une vue sur une vallée, sur la mer, n'importe quoi, pour écrire, par exemple. Ouais, pour travailler. Okay. Donc c'est encore très lié, quoi. C'est très lié au travail. Ouais, je me sens pas, j'ai pas besoin de vacances, j'ai pas besoin de tourisme, j'ai envie de découvrir le monde, mais je trouve que je suis plus, enfin comment dire, je me sens moins bête. Je me sens plus impliqué dans les choses quand je voyage pour le travail, je rencontre plus facilement les gens. Voilà, il y a une sorte de vacuité de l'esprit quand on est en vacances ou en touriste qui me convient pas. Ok. Voilà. Et s'il fallait écrire en anglais pour aller voyager plus loin? Non. Non. Non, c'est trop tard. Ok. Non, mais enfin, je maîtrise pas. Enfin, on maîtrise l'anglais, oui. On pourrait chanter quand on fait une reprise, on sait ce qu'on raconte, mais penser dans une autre langue, faire que ça ait du sens, que ce soit. C'est la raison pour laquelle vous chantez pas en anglais aujourd'hui? Pas seulement, mais en fait la raison c'est surtout qu'on n'y a pas pensé. Il y a un moment c'était assez naturel pour nous d'écrire en français, et puis c'est aussi, je dirais par fierté, je pense que ça serait un peu embêtant aujourd'hui de repartir complètement à zéro. On aurait des aptitudes à écrire, moi je sais même pas si je suis capable de faire autre chose que I Love You, donc ça va être compliqué quand même. Ce qui est déjà beau. Ça a déjà été fait, il paraît. C'est un peu fait, mais on peut essayer quand même quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Allez, pour finir. Maintenant que tu me le dis, oui, effectivement. Pourquoi pas? Écoute. Juste I Love You. Dernière question pour finir cette interview, celle que je pose à tous mes invités. On est revenu sur pas mal d'étapes, un petit peu de votre carrière. Si vous aviez aujourd'hui l'occasion de remonter le temps et de vous adresser à vous quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, maintenant que vous savez tout ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais, relax, ça va bien se passer. Ok. Ouais, c'est à peu près le même genre de choses. Cool. Barre ta colère, voilà, parce que c'est vrai que. Moi, c'était mon angoisse. Mais... Oui, enfin voilà, il y a des choses, enfin il y a des sentiments. On sait très bien qu'on a quelqu'un en nous qui est pas toujours très positif, que quelle que soit l'activité qu'on fasse, etc. Mais voilà, je dirais ça, relax. Mais relax, mais aussi relax pour que ça puisse être un peu mieux, plus rapide, plus vite. Voilà, essayer de s'ouvrir davantage. Okay. Oui, moi c'était pas du tout. Ouais, c'était plus. Au bout, il va y avoir un truc qui vaut le coup, quoi. Parce que sur le moment, ouais, je pense que les efforts qu'on a fournis, quand je disais tout à l'heure qu'on chante ces vieilles chansons et qu'on est bien avec, c'est parce qu'on en voulait. Voilà, c'est pas que les dents qui rayent le parquet, c'était une question de vie ou de mort, d'écrire des bonnes chansons et qu'elles soient écoutées. Mais donc ça, je pense qu'il faut pas nous l'enlever. C'était l'apanage de la jeunesse et de l'envie de gravir ces montagnes, quoi. Mais juste, si on avait pu me dire qu'à un moment j'allais prendre du plaisir, quoi, que ça allait être juste, voilà, qu'on allait être récompensé, que ça allait être que de la joie. Le problème, c'est que si on revenait comme ça en arrière, je pense que le premier truc qu'on ferait, c'est qu'on pillerait toutes les bonnes chansons qu'il y a eu depuis ce temps-là. C'est ça, on les signerait, nous. Ouais. C'est ça. Ah bah ouais, Get Lucky, moi direct, j'aurais été choper la mélodie. C'est ça. On l'aurait pas arrangé pareil, mais... Vous auriez peut-être eu un casque chacun, finalement. Oui. Ouais, parce que ça marche, il paraît, ça aussi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé nous voir. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.